Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission dont la thématique aujourd'hui est les ovnis et le chamanisme. Alors, quel lien y a-t-il entre les pratiques culturelles, expérientielles de ces chamans, que l'on retrouve à peu près aux quatre coins de la planète, et le phénomène ovni? Personnellement, quand je suis parti en Amazonie il y a une vingtaine d'années, c'est un sujet qui ne m'intéressait pas trop. Le phénomène ovni, j'avais lu quelque chose dans des magazines un petit peu fantastiques, ésotériques, paranormaux dans les années 80, puisque c'était un petit peu encore à cette époque pas vraiment pris au sérieux. Donc, quand je suis parti à l'Amazonie, je ne m'attendais pas du tout à être confronté à ce phénomène en étudiant la pharmacopée des Indiens. La première fois que j'ai visuellement pu faire le lien entre les ovnis et les plantes de vision, c'était chez Pablo Maringo. Pablo Maringo qui était un peintre visionnaire, c'est le créateur de la peinture visionnaire amazonienne. C'est lui qui a été le premier à peindre des visions, du monde de l'ayahuasca, c'est-à-dire de représenter les mondes des visions, de représenter les concepts de la médecine ayahuasca. Et dans ces peintures, il y avait l'omniprésence d'ovnis, de soucoupes volantes, de tailles différentes, certaines paraissant très grandes, d'autres plus petites à la proximité des fleurs, des végétaux dans la forêt. Et je ne comprenais pas pourquoi il y avait des ovnis. Alors je me suis dit c'est peut-être une stylistique artistique particulière. Est-ce que ce sont vraiment des ovnis? Donc j'ai posé la question à Pablo Maringo, et Pablo Maringo me dit bien sûr, ce sont des ovnis, des vaisseaux, des soucoupes volantes. Sauf que je ne comprenais pas ce que ça faisait dans des visions d'ayahuasca. Donc je lui ai dit, il y a donc, dans les visions, on peut voir des vaisseaux extraterrestres et des entités extraterrestres. Il me dit oui, c'est normal, parce que le monde des visions est en lien avec des mondes extraterrestres. Je dis ok, d'accord, je trouve ça très étonnant, mais je ne comprenais pas en fait. Voilà. Alors il avait toute une connaissance du sujet assez abouti, même sur les vaisseaux, parce que il est clair que il semblait bien qu'on avait affaire à des machines, je dis pas tôt les boulons, mais presque. Et en même temps, on était dans une sphère d'expérience purement psychique, puisqu'on était dans le monde des visions. Donc il m'expliquait en gros que ces vaisseaux étaient pilotés par la conscience, et que en fait, ces machines allaient à la vitesse de la pensée, et que cette vitesse de la pensée annulait le temps, en fait. Voilà. C'était en gros ce que disait Pablo Maringo, c'est comme ces vaisseaux sont pilotés par la conscience, ils dépassent la vitesse du temps. Il ne parlait pas de vitesse de la lumière, il parlait de la vitesse du temps. Il disait, donc à un moment, ces vaisseaux sortent du temps, et quand ils sortent du temps, ils arrivent dans le monde psychique, qui est celui des visions. Alors moi, j'ai essayé de comprendre, là, j'ai mis, il est où ce monde psychique? Et lui, Pablo, il disait, il est à l'intérieur de nous, tout autant qu'il est à l'extérieur. Il disait, quand on regarde dans le cosmos loin, en fait, on regarde à l'intérieur de nos profondeurs intérieures, c'est-à-dire on regarde à l'intérieur de notre monde psychique. Voilà. C'est ce que j'ai pu comprendre avec Pablo. Alors ça, c'était la première rencontre, on va dire, où, quelque part, il y avait là un chaman qui avait représenté le monde des visions, et il y avait un lien avec des extraterrestres. J'avais pas encore pris l'ayahuasca à cette époque. J'étais sur ma première mission de travail au tout début des années 2000. Donc, après, bien sûr, je me suis familiarisé avec la plante, j'ai fait des cérémonies avec les chamans, et j'ai un jour vécu une expérience très forte en lien avec ces fameux extraterrestres. C'était à Iquitos, avec un chaman à Iquitos, et là, donc, je prends la plante. Je prends le breuvage, l'ivresse monte on va dire, comme d'habitude, une demi-heure, 40 minutes, et puis je garde les yeux ouverts, parce que quand on ferme les yeux, on est tout de suite absorbé dans le monde des visions intérieures, on tombe dans des maelstroms de vision, et ça peut avoir un effet déstabilisant. Et moi, comme je n'aimais pas cet effet au début, je gardais souvent les yeux ouverts pour voir ce qui se passait autour de moi, et quelque part garder un ancrage par rapport au réel. Et puis, ils avaient amené une femme qui était malade, une femme Shipibo, au milieu de la maloca de cérémonie. Le chaman
a fait descendre littéralement en vision un vaisseau. C'est-à-dire que j'avais les yeux ouverts, je voyais vraiment un vaisseau dans la Maloka, se substituer même à la Maloka, en 3 dimensions, comme une réalité virtuelle, une réalité augmentée, on va dire, parce que les 2 réalités se superposaient, la réelle et la vision. Et puis à un moment, j'ai vu les entités sortir de ce qui semblait être un vaisseau, avec une sorte de bloc opératoire, on va dire, virtuel. C'était très difficile à comprendre ce que je voyais, mais en tout cas, ils sont soignés, cette femme. Voilà, je pouvais les voir. Alors il y avait plus ou moins 2 espèces. Hein. Il y avait des êtres qui étaient assez grands, qui devaient faire à peu près 2,80 m, assez bleutés, des formes humanoïdes, mais en même temps très artistiques. Hein. Ça me semblait être vraiment comme des sculptures, en fait, c'était assez étonnant. Et puis il y avait quand même la présence de ces fameux petits gris qu'on voit dans la science-fiction depuis des années, dont nous parlent aussi les témoignages de l'ufologie, hein, des rencontres du 3e type. Il y a beaucoup de gens qui décrivent ces entités comme ces petits êtres gris, de taille d'à peu près 1,20 m, 1,30 m, des grands yeux, une grosse tête, des oreilles pointues, enfin voilà, on va dire le portrait robotype de ces entités. Et puis je les vois, et j'en ai un qui vient vers moi. Je flippe. Hein, là, j'ai quand même vraiment peur. Je ferme les yeux, du coup, je rouvre les yeux, il est un peu plus près de moi, et il fait un truc. Il fait un truc vers moi, avec son doigt fait comme s'il s'allongeait, et il touche à un organe, et je ne sais pas ce qu'il fait. Il enlève un truc, une lumière, une texture, je ne sais pas ce qu'il fait, en fait. Voilà. Par contre, très étonnant, son regard, ses grands yeux, étaient des grands yeux vraiment de compassion. Il n'y avait pas du tout un peu comme des yeux de chat quand ils bouffont, vous savez, le regard du chat quand il est tard le soir et qu'il a des gros yeux. Il y avait un petit peu ce côté-là. C'était pas du tout flippant. Du coup, c'était même un petit peu, ça avait un côté un peu cartoon. Ça, hein. C'était assez... et ça a quelque part dédramatisé pour moi l'expérience. J'ai pu rentrer dans quelque chose de beaucoup plus fluide et quelque part profiter de quelque chose qui m'a semblé, moi, être un soin. Hein, c'est comme ça que j'ai plus ou moins perçu cette expérience. Donc après cette expérience, qui m'a quand même fortement impressionné avec cet être, cet être extraterrestre, ce vaisseau, ce soin, l'interaction avec ce chaman à côté d'Iquitos, j'ai décidé de m'intéresser au sujet. Je me suis dit, là, il y a quand même quelque chose qu'il faut investiguer, qui est mystérieux, et peut-être d'apprendre plus. Alors, j'ai discuté avec ce chaman, il me dit, écoute, si tu veux apprendre plus par rapport à ces histoires liées entre le cosmos, entre les êtres qui vivent sur d'autres planètes, et puis les plantes de vision, tu devrais aller voir un chaman dans la communauté de Dinamarca, à côté du rio Ucayali, dans une communauté Shipibo-Konibo, et tu trouveras un chaman qui utilise une variété spéciale d'ayahuasca qu'on appelle la ciel ayahuasca, ça veut dire l'ayahuasca du ciel, qui justement connecte et est censé connecter l'expérienceur à des choses justement du cosmos, de l'espace, d'intelligences qui sont exogènes. Donc, quelque part, ce que moi j'ai appelé ensuite, pour essayer de le comprendre mieux, ce que j'ai appelé le web cosmique. Voilà. Donc, je suis parti là-bas, je suis parti pendant 2 jours, en péké-péké, c'est-à-dire les petits bateaux pirogues qu'il y a sur le fleuve pour se rendre dans les communautés. Je suis arrivé là-bas, j'ai rencontré un chaman, voilà, qui était Tiorenes, qui est spécialisé de ça, et qui utilisait donc la ciel ayahuasca. Et donc il me dit oui, ok, pas de souci, tu peux rester, on va prendre ensemble, et puis je vais essayer de t'expliquer, et puis tu vas surtout apprendre par toi-même au contact de l'ayahuasca du ciel. Alors déjà, j'ai observé la plante en elle-même, en termes d'ethnobotanique, et je me suis rendu compte en fait que la variété dite ciel ayahuasca n'est pas différente de l'ayahuasca classique. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas une autre espèce. Voilà. Alors le système, bien sûr, de classification des plantes chez les Amérindiens n'est pas celui des Occidentaux. Donc, même si pour nous, biologiquement, c'est la même plante, il peut y avoir des variations, bien sûr, selon l'endroit où elle pousse, quels esprits gardent à un moment certains territoires. Donc, ce qui fait qu'à un moment, on dit c'est de la ayahuasca ou c'est de la boa ayahuasca. Voilà. Donc, mais biologiquement,
botaniquement, c'est la même espèce. Voilà, pour ceux qui s'intéressent à l'ethnobotanique, voici une petite précision. Donc, quelques jours après, il me dit, ok, donc tu vas diéter un peu pour déjà se nettoyer, se purifier. Hein, ça, c'est des choses qui sont classiques avec l'utilisation des plantes de vision. Et il me dit, on va prendre d'une façon un peu différente. Je veux que tu fasses une expérience. Je pense qu'il a eu l'intuition de ce qui allait se passer. On va prendre dans une clairière en forêt, un petit peu plus loin que le village. Ça se fait rarement. En général, même dans les communautés indiennes, on prend dans des malokas, c'est-à-dire des petites maisons de cérémonie, on prend rarement dehors. C'est assez rare. Donc, on prend nos matelas, nos couchages, tout ça un soir, on va s'installer dans la clairière, et puis donc on pose tout ça, nos matelas. Et puis je prends donc un petit verre de cielo ayahuasca. Ils avaient rajouté de la canne à sucre dedans, ce qui potentiellement renforce un peu son effet aussi. Et donc je prends cette ayahuasca qui était du coup un petit peu moins mauvaise que d'habitude parce qu'on sentait quand même bien la canne à sucre. Et puis moi je décide de m'allonger et d'attendre et quand même d'intentionner que je veux être renseigné par rapport justement à ces histoires avec les extraterrestres, le cosmos, qu'est-ce qu'on peut apprendre avec justement cette cielo ayahuasca. Au bout d'une quarantaine de minutes, j'ai rien. J'ai pas d'effet, j'ai pas de variation qui monte et je me dis waouh, c'est quand même pas fort. Est-ce que c'est parce qu'ils ont fait du sirop avec la canne à sucre? Je me dis il y a quelque chose qui ça ne marche pas. Alors j'ai mon ami informateur Thierry qui était à côté de moi, qui en avait pris aussi et qui lui semblait dormir. Donc je me suis dit bon, ça n'a pas l'air d'être bien fort. J'essaie de lui parler un peu, il semblait être endormi, donc je me suis dit bah je vais en reprendre. Donc, je demande au chaman de me redonner une deuxième dose que je prends. Et puis là, j'attends. Voilà. Et puis, je suis quand même curieux. Je me dis, c'est quand même bizarre que Thierry, qui est à côté de moi, ne réagit pas, dorme, ou c'est quand même pas dans son habitude. Donc, je lui dis, ça va Thierry, tu vas bien? Et il me dit, mais non, je ne dors pas. C'est juste très, 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 très fort. Et là, je me suis dit, mais mon Dieu, j'en ai pris une double dose. Et là, je me suis dit, ouïe, ça va être waouh. Donc, là, je décide de garder les yeux ouverts pour garder un peu d'ancrage, parce que je me dis, là, je risque d'être, pour le coup, satellisé dans le cosmos, véritablement, tellement l'ivresse risque d'être forte. Donc, j'attends que tout cela arrive. Je garde les yeux ouverts. Le spectacle est absolument extraordinaire. On est dans une clairière forestière, donc on a des grands arbres à côté de nous. La selva est peuplée d'une myriade de lucioles qui volaient autour de nous. C'est absolument magique. L'ambiance est surnaturelle, c'est complètement magique. Déjà, rien que pour ça, de prendre dans la forêt, c'est complètement extraordinaire. On commence à sentir des présences qui s'éveillent, on ressent avec son corps au niveau psychosomatique des énergies qui nous traversent, qui viennent des arbres, qui viennent des plantes. C'est une expérience absolument fabuleuse de prendre dans la nature. Et puis moi, je me décide de regarder le ciel, parce que j'ai rien d'autre à faire, et puis je veux rester centré, et donc le ciel, on est dans l'obscurité la plus totale, il n'y a pas de lune, et on voit très très bien les étoiles, c'est extraordinaire. Avec un ciel différent pour nous, puisque nous sommes dans l'hémisphère sud, du coup, donc c'est tout un ensemble de constellations que je ne connais pas, que je n'ai pas l'habitude de voir, puisque je vis majoritairement dans l'hémisphère nord. Et donc à un moment, je fixe une étoile, et je vois un phénomène incroyable se produire. Je sens vraiment que ma conscience se focalise, vraiment se relie à cette étoile d'une manière presque substantielle. Je ne sais pas comment décrire ça, si ce n'est que par une sorte de ressenti où j'ai l'impression que quelque part, ma pensée, mon attention ici, au niveau de mon cortex frontal, est complètement reliée par un fil à cette étoile. Et je vois à un moment cette étoile descendre du ciel nocturne vers moi, grossir, descendre. Et quand je me décale comme ça de côté pour regarder ce qui se passe, je vois que cette étoile, elle est reliée à une sorte de fil lumineux, à ce qui semblait être une sorte de trucage virtuel, puisque du coup, le ciel nocturne devient comme une sorte d'écran de réalité virtuelle. Et là, je me dis, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors, je commence à vociférer un peu parce que je comprends pas, et puis donc je gêne un petit peu Thierry qui est à côté, qui me dit calme-toi, Romuald, c'est l'effet de la plante. Je sais, mais je vois vraiment des trucs bizarres. Donc c'est tout. L'étoile vient quelque part s'arrêter à une dizaine de mètres au-dessus de nous dans la clairière. Et je vois distinctement le dispositif. Je suis très étonné. Et je vois à un moment surgir sur les côtés
deux vaisseaux faits d'énergie, avec des entités anthropoïdes, humanoïdes au centre, mais qui font partie du vaisseau. Ils sont pas distincts. Ce sont vraiment pour moi alors c'est pas une machine là pour moi. J'ai vraiment l'impression que j'ai affaire à une sorte de structure symbolique, géométrique, avec un être au centre, fait d'une sorte d'information. Pour moi, c'est que de l'information et de l'énergie. Et ça vient juste au-dessus de moi. Ils sont deux. Là, je flippe quand même, parce que c'est très impressionnant à voir. Et puis, il y en a un qui fait sortir, donc, de cette sorte de mandala organique, si vous voulez. Il va faire sortir une petite lumière violette, une sorte de sphère un peu diaphane qui tourne sur elle-même. Et ça arrive vraiment près de moi, à proximité de mon corps. Et les yeux ouverts, je tends la main et je peux à un moment quasiment voir, attraper virtuellement cette sphère d'information qui tourne très vite sur elle-même. C'est tout un ensemble de structures symboliques, archétypales. C'est extraordinaire à voir, c'est très très beau. Et puis je le regarde de plus en plus près parce que c'est un spectacle qu'on pourrait contempler à l'infini, pour une éternité, tellement c'est extraordinaire. Et en approchant comme ça, paf, le truc rentre dans mon cortex préfrontal. Et alors là, c'est d'une puissance et d'une force absolument incroyable. Je suis terrassé. Je suis obligé de m'allonger. Je sens une masse d'informations, une connexion d'informations phénoménale arriver dans ma conscience. Je ne peux pas traiter cette information. C'est trop rapide, trop fort, trop puissant. Je ne suis pas câblé pour ça. J'en ai vraiment la conscience. Et j'implore que ça s'arrête. Je dis stop. Je ne suis pas câblé pour ça. Je ne peux pas recevoir l'information. C'est trop fort. J'ai l'impression que mon cerveau était en train de griller véritablement. Et même de s'échauffer. Je sentais des sensations de chaleur très importantes au niveau de ma tête. Ça ralentit. Donc il y a eu une interaction avec ma conscience. Et là, j'ai commencé à voir un système planétaire. Clairement, comme si j'étais une sonde spatiale dans l'espace. Je voyais vraiment un système planétaire, des planètes, avec des océans pour certaines. Il y en avait une qui semblait avoir effectivement de la vie, recouverte par une sorte de forêt assez importante, avec des tempêtes aussi. Je voyais une atmosphère. Et puis il y en a une surtout, très intéressante, qui semblait pour moi, vue du ciel, vue du haut, disposer d'une civilisation. Voilà. Je pouvais vraiment voir des infrastructures, comme on peut le voir avec un satellite, par exemple. Ma conscience était comme satellisée autour d'un astre. Et puis j'ai commencé à avoir des enseignements. On m'a donné des informations sur les êtres qui étaient là, sur ce qu'ils faisaient, quel était leur rôle, et notamment à quoi ils participaient. C'est-à-dire l'idée d'une sorte de web en réseau, comme ça, qui reliait les consciences. L'expérience, elle ne peut pas être décrite comme ça tellement que j'ai eu d'informations. J'en ai noté des cahiers, de façon un peu spontanée, pendant 3 jours après l'expérience. J'en ai noté des cahiers et je ne sais toujours pas quoi faire de ces informations. Ce que j'ai compris de l'expérience, c'est que après avoir vu, survolé, on va dire dans l'espace, ma conscience s'est déplacée dans l'espace, il y a eu un effet où les entités se sont comme délitées dans l'espace. Il y a eu comme un effet comme une lumière qu'on envoie avec un gradateur et qu'on baisse. Ils se sont délités dans l'espace de la forêt. Et à un moment, cette étoile, à la fin de l'expérience, est allée reprendre sa place dans la Voie lactée. Et là, j'ai vraiment eu la compréhension, parce qu'on comprend intuitivement, l'ayahuasca du ciel, elle enseigne. Et ce qui m'a été enseigné, ce qui m'a été donné de comprendre, surtout à la fin de la cérémonie, quand on est ce qu'on appelle pour moi la phase de raffinement de l'expérience, c'est-à-dire que c'est une période d'intégration de la connaissance, sur une forme, cette fois-ci, on passe de la vision et des ressentis du corps somatique, on passe à une compréhension qui s'affine, qui monte à la conscience, et qui pour moi monte du corps vers la conscience. Et là, j'ai compris que c'était un dispositif. Voilà. Et ce que j'ai compris, c'était que quand notre conscience était défocalisée par une substance comme l'ayahuasca du ciel, ou un esprit, en même temps c'est la même chose dans la pensée amérindienne, à ce moment-là, votre conscience rentre en résonance. C'est comme si elle était capable d'adresser un web cosmique, c'est-à-dire que quelque part, vous avez la possibilité
quand vous fixez un endroit, et moi j'avais fixé cette étoile pour quelque part me centrer, rester dans l'expérience, pour pas être absorbé par l'ivresse et la maréation qui du coup aurait pu être très très forte avec les 2 doses que j'avais pris, et bien en fait, c'est comme si ma conscience avait capté une signature informationnelle de cette étoile. Voilà. J'aurais regardé une autre, je suis sûr que j'aurais eu d'autres informations, j'aurais eu d'autres visions. Comme si l'idée qu'à un moment, le meilleur moyen d'entrer en communication avec d'autres civilisations, avec d'autres entités de l'univers, ça serait la conscience. Aujourd'hui, on est à essayer d'imaginer des moyens de communication avec ces entités surévoluées, hein, si elles sont effectivement des millions d'années de civilisation. On essaye, nous, de les capter avec des ondes radio. On essaye de les capter aussi avec des impulsions lumineuses, laser ou autres. Donc ça voudrait dire que le meilleur moyen, peut-être de capter, je dis bien peut-être, hein, c'est une hypothèse, hein, ça serait effectivement la conscience. Quand la conscience est défocalisée, elle aurait accès à une sorte de maps interactive pour elle, où déjà, quelque part, il y aurait une sorte d'encyclopédia galactica, comme disait l'astronome Carl Sagan, mais qui serait déjà présente là pour la conscience d'un expérienceur capable de s'y relier, par l'attention, par un adressage, et surtout par une modification de sa conscience. Donc ça, c'est une idée absolument extraordinaire à essayer de développer, de comprendre. Là, j'invite bien sûr les chercheurs, les astronomes, les personnes qui ont à la fois une pratique de conscience et en même temps qui sont passionnés d'astronomie, d'essayer peut-être de voir le ciel nocturne sous cette focale. Hein, ça me paraît vraiment être quelque chose, en termes d'expérience, d'assez fascinant. Et d'en voir s'il y a des résultats possibles. Et vous verrez qu'il peut y en avoir, bien sûr. Pour faire simple et résumer, on va dire que nous, les Occidentaux, avec notre technologie, notre science, on essaye d'observer des signaux d'une vie intelligente dans l'univers avec des radiotélescopes, via les ondes radio, et aussi plus récemment avec d'autres longueurs d'onde, au niveau de l'écoute de l'univers. Mais on va dire que eux, les Indiens, utilisent une phrase que j'avais trouvée très amusante de la part d'un chaman qui disait « Mais nous, on a nos télescopes, on a notre télescope végétal ». J'avais trouvé ça très très beau, très poétique, l'idée d'un télescope végétal. Et ça va d'ailleurs suggérer le titre d'un de mes ouvrages, De la jungle aux étoiles, parce qu'effectivement, c'est ce qui s'est passé dans cette aventure. Il y a une expérience que j'ai trouvée très intéressante, en lien justement avec le phénomène OVNI et l'observation du ciel, et je voulais vous la relater ici et vous en donner mon sentiment, mais aussi mon interprétation. Il y a des gens qui m'ont contacté suite à des conférences que j'ai données chez OVNI Direct par rapport au phénomène que des gens observent le ciel et des fois voient des petits points comme ça qui apparaissent, qui disparaissent. Bon, il faut se méfier parce que dans l'observation du ciel nocturne, vous savez qu'il y a toute une pléthore d'objets célestes qui gravitent autour de la Terre, des objets technologiques, satellites, ne serait-ce que la station ISS, maintenant en plus on a Starlink de M. Munsk, on a tout un ensemble de choses qui tournent autour de la Terre, on a aussi des débris aérospatiaux, donc faut faire attention, il ne faut pas confondre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui ont rêvé d'une manifestation d'OVNI, qu'ils étaient à un endroit, par exemple sur leur balcon, et qu'en regardant le ciel et les étoiles, ils voient se manifester une lueur bien plus significative que celle de la lumière d'une étoile ou du passage d'un satellite. Et donc, quelque part, on rêve de se dire, tiens, c'est un OVNI. Ce qui m'a intéressé, c'est que les gens ensuite m'ont dit, ce qui est fou, c'est que 4 jours après, on s'est retrouvés sur notre balcon, on regardait le ciel, et on a vu, justement, exactement ce qu'on avait vu dans le rêve. Donc on a repensé à notre rêve. Mais là, c'est la rétrocausalité qui rentre en compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui constate dans la réalité l'OVNI de son rêve, quelque part, mais là, dans le réel, repense à son rêve. Ce faisant, elle envoie l'information dans le passé qui va modeler ce rêve et donc lui donner sa structure informationnelle, c'est-à-dire son scénario, et donc même l'image claire de ce qu'elle percevra et constatera ensuite sur son balcon 4 jours après. Donc, on se dit, bon, mais c'est un phénomène rétrocognitif. Je pense que c'est bien plus troublant que ça. Je pense que ces rêves liés à la rétrocognition permettent d'ouvrir des sas dans le réel, permettent d'ouvrir des sas de manifestation au phénomène OVNI pour passer justement de cette dimension psychique dont parlent les chamans, qui est identifiée au monde des visions, mais aussi identifiée au monde du rêve.
Tous les chamans que j'ai rencontrés m'ont dit, mais en fait, quand tu prends les plantes de vision, tu vas aussi dans le monde du rêve, c'est le même monde. Hein, on peut rêver d'ailleurs de cérémonies d'ayahuasca, et dans certaines cérémonies d'ayahuasca, se retrouver dans certains de ses rêves, avec la même réalité, avec le même sentiment de concret, hein, d'une réalité tangible. Donc, les chamans voient ça comme ça, c'est une circulation. Hein. Pour eux, l'état de rêve, l'état de vision, plus l'état de veille, c'est la même réalité unitaire qu'il y a derrière tout ça. On ne fait que circuler autour de ce noyau unitaire d'état de conscience, en fait. Voilà. Donc, on peut imaginer véritablement que ces rêves prémonitoires d'ovnis seraient en fait des moyens d'accession pour ces ovnis dans la réalité, lié justement à une observation, à un observateur qui, lui, en constatant le phénomène dans la réalité, permet de consteller dans le réel cette réalité à partir de l'onirisme, qui, lui, est beaucoup plus perméable à, effectivement, le phénomène ovni. Beaucoup de gens rêvent des ovnis, on en parlera dans une autre émission, parce que je pense que là c'est pareil, il y a tout un champ complet à investiguer, mais ça sera le sujet d'une autre émission, en lien avec les ovnis et la rétrocausalité. Donc, voilà, pour les chamans, il y a ces expériences possibles, et on va dire cette concomitance d'univers qui paraissent séparés parce que sont juste séparés par des différences de modalités de la conscience. C'est-à-dire que pour eux, un rêve est aussi réel que la réalité physique ou l'observation de veille dans laquelle là, je suis en train de vous parler, par exemple. Vous pourriez rêver d'une de mes émissions qui n'existe pas, où vous me verriez en train de vous expliquer des choses. Ça aurait autant de réalité pour vous. Donc, de bien comprendre que tout cela, il y a des sas, il y a des passerelles possibles entre ces univers. Et c'est ça qui est à investiguer et qui n'a pas été fait du tout dans notre culture. Alors j'aimerais aussi ici revenir sur un phénomène qui est bien connu en ufologie, qui est celui des abductions. Une abduction, c'est quoi? Ce sont des gens qui disent avoir été raptés, enlevés par des entités exogènes qu'on considère être d'origine extraterrestre. Donc, c'est une expérience, pour la plupart des gens, qui est très traumatisante, parce qu'on est rapté chez soi, on a l'impression que la réalité dans laquelle on vit est une sorte de réalité virtuelle, vidéo, de jeux vidéo, et tout d'un coup, les murs s'ouvrent et des entités déboulent dans votre chambre. Vous êtes paralysé, on vous fait ce qui semble pas plutôt être des soins, mais des examens qui sont plus proches de la torture. Enfin, c'est une expérience très traumatisante pour la plupart des gens. Pourquoi? Parce qu'elle est perçue, à mon sens, ça c'est mon hypothèse, elle est perçue de façon traumatique. Comme on n'a pas de cadre pour l'expliquer, on n'a pas de cadre. La physique ne peut pas expliquer ça, la philosophie ne peut pas l'expliquer, la psychologie ne peut pas l'expliquer, on n'a pas de cadre de représentation de cette expérience, et donc comme elle est hors cadre, elle est incomprise, et donc automatiquement perçue de façon traumatique par la conscience. C'est perçu comme un viol, comme quelque chose qui est du domaine d'une intrusion. Donc forcément, elle est mal vécue, mal perçue, et donc les êtres font peur, l'expérience fait peur, les actes qui sont pratiqués sont traumatiques, sont traumatisants, associés à des tortures, et c'est une expérience globalement perçue à plus de 90% de façon négative. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais les gens qui vivent ça, c'est des dingues, ça n'existe pas. J'ai eu la chance et le privilège de pouvoir travailler avec des abductés, de rencontrer, de les interroger, de discuter avec eux, de prendre leurs témoignages, aussi de les côtoyer aussi un petit peu, et de voir que c'est des gens absolument parfaitement normaux, comme vous et moi. Hein. C'est des gens qui payent leurs factures, qui prennent la voiture, qui vont au resto, qui ont une vie sociale, qui sont pas des illuminés du tout. Hein. C'est important de clarifier ça tout de suite. Alors, dans l'expérience ayahuasca, on a à peu près la même dynamique, la même structuration des événements, c'est-à-dire que vous avez ces êtres qui viennent, comme je vous l'avais décrit au début de cette émission, mais là, ils sont perçus beaucoup plus, d'une façon plus fun. Ils sont impressionnants, mais on comprend qu'ils sont là pour nous aider, pour nous soigner, même potentiellement, et quelque part, la dynamique change. Pourquoi la dynamique change? La dynamique change parce qu'on sait qu'on est dans une expérience visionnaire. Quand vous prenez l'ayahuasca, vous savez ce que vous faites,
vous savez que vous êtes dans une expérience visionnaire. La conscience ne disparaît pas de l'expérience ayahuasca, c'est-à-dire que même dans l'expérience des visions, des fortes visions, vous gardez quand même votre conscience, vous savez que vous avez pris une plante de vision. Et donc ce cadre, quelque part, permet de percevoir ce phénomène, mais plus sous un angle négatif. C'est-à-dire que là, on se dit, c'est positif, c'est un soin, c'est des êtres qui viennent pour nous aider, ils font pas forcément peur. Moi, je me rappelle vraiment de la dynamique des yeux, hein, les gens qui n'ont pas de cadre et qui sont abductés décrivent vraiment des yeux hyper flippants. Moi, c'était vraiment comme des yeux de chat morts d'amour, et c'était pas quelque chose du tout de traumatique. Voilà. Dans une population comme celle des Shipibo-Konibo, qui prend l'ayahuasca depuis au moins 3500 ans, donc très intégrés à leur culture, on va dire que l'interface de perception de ces entités change. On n'a même plus affaire à des petits gris, on a affaire à des êtres humains très bien formés, qui représentent la connaissance, le savoir et l'entraide. Alors les Shipibo voient souvent en vision des médecins occidentaux de Lima, par exemple, ou alors le prototype de l'homme idéal pour eux, c'est-à-dire l'ancêtre Inca, mais ne voient pas on va dire des interfaces de contact, puisque c'est comme ça qu'on peut les appeler, qui seraient mal formées, embryonnaires, on va dire. Et d'ailleurs, quand on regarde l'aspect de ces fameux petits gris, il y a un côté très néoténique, c'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment que ces êtres sont des embryons de représentation humaine. Et c'est peut-être comme ça qu'on devrait les considérer, parce que quand l'expérience est très intégrée culturellement de ces rencontres, et que les cadres de conscience le permettent, et qu'on a compris que l'interaction des consciences est parfaitement consentie, et de façon consensuelle, à ce moment-là, les interfaces changent et deviennent légales d'une communication. Voilà. Il n'y a plus cette différence, les êtres sont identiques à nous, communiquent dans notre langage, sont clairement des êtres bénéfiques. Donc, le cadre joue énormément, à mon sens, dans ces expériences. Je le tenais à le rappeler ici, parce que c'est en lien, c'est encore notre conscience, et les interfaces qu'elle est capable de créer, cette conscience, permettent des échanges de qualité différentes. Donc j'invite à avoir une réflexion sur ça, au sujet des abductions, parce que ça me semble être quelque chose de fondamental également. Alors j'aimerais revenir aussi sur la façon dont les chamans se connectent à ces entités exogènes, potentiellement extraterrestres, d'après ce qu'ils disent, puisque ce sont des êtres qui vivraient sur d'autres planètes. Alors ils disent qu'ils le font par leur intériorité, c'est-à-dire que quelque part, pour eux, le corps est une sorte d'hologramme de l'univers. Et que c'est par leur intériorité, les plantes de vision font en fait que leur conscience descend au niveau du somatique, descend dans le corps, et par cette descente, par cette mise en abîme, en fait, serait complètement connectée à toutes les dimensions de l'univers, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du corps, il y aurait toutes les galaxies, il y aurait l'univers entier, il y aurait tous les systèmes planétaires, et que c'est par un adressage de la conscience simplement lorsqu'elle est mise en abîme au niveau psychocorporel, qu'effectivement, ils arriveraient à se connecter à ce web cosmique, cette sorte d'internet du cosmos, pour entrer en relation avec des entités, pour avoir des soins, pour avoir des conseils, pour avoir des technologies aussi de la conscience, c'est ce qui semble être clair. Alors, technologie de la conscience, ça nous amène à ces idées de vaisseaux. Pourquoi, et je tiens à revenir sur ça, pourquoi des vaisseaux qui semblent être taux-les-boulons, donc techniques, technologiques, dans le monde des visions? Quel intérêt, puisqu'on pourrait se dire qu'il suffit juste de la conscience et d'adresser pour aller quelque part. Eh bien, Pablo Maringo me dit, oui, mais si tu veux ressortir un moment du monde des visions pour arriver justement dans une réalité, c'est-à-dire sur une planète, ou là, à l'autre bout de notre propre planète, tu es bien obligé de transiter avec une machine par le monde des visions. Alors, l'idée principale que Pablo m'a fait comprendre, c'est que les vaisseaux, quelque part, ont cette capacité de s'extraire de l'espace-temps, du continuum espace-temps, et du coup de se retrouver dans la dimension psychique. Même dimension psychique à laquelle les chamans sont connectés par cette mise en abîme psychocorporelle de la conscience stimulée par les plantes de vision. Donc, on a discuté de cela avec mon ami le physicien Philippe Guillemont pour essayer de comprendre. Alors lui, c'est un ingénieur, physicien, donc lui, il a beaucoup travaillé sur ça, c'est le spécialiste d'essayer d'imaginer, on va dire, une technologie qui serait à la base des ovnis.
Et nos discussions par rapport justement à ce que Pablo Maringo nous a fourni comme information, il en a conclu que quelque part ces vaisseaux effectivement annulaient quelque part l'espace-temps autour d'eux-mêmes, donc créent une bulle qui empêche la décohérence quantique et donc quelque part empêche d'informer l'espace-temps à cet endroit et donc éjecte ou extrait de l'espace-temps, on va dire, l'objet qui à partir de ce moment se retrouve effectivement dans un pur monde extratemporel de conscience, et qui de ce fait a la capacité pour le pilote, juste en adressant à part sa conscience, d'aller à une destination. Alors moi ça je l'ai vécu avec Ernesto. On a fait cette expérience, je me souviens une fois absolument folle, parce que je parlais justement, mais comment ils faisaient pour se déplacer comme ça, aller loin dans l'univers, parce qu'eux ils disaient que voilà, ils avaient été visiter le cosmos, voilà, c'était quelque chose qui leur paraît simple. Et d'ailleurs, il y a eu des viewers qui ont fait ça aussi. Hein. Ingo Swann disait qu'il était allé sur la Lune. Ingo Swann avait décrit même des phénomènes qui ont pu être observés ensuite par Voyager, la sonde Voyager sur Jupiter, dans l'atmosphère de Jupiter. Donc, effectivement, une possibilité qui semble être claire, qu'on a là. Soit notre conscience se décorpore, soit tout simplement elle s'incorpore encore plus dans cette mise en abîme psychocorporelle et elle accède à l'hologramme de l'univers que nous sommes pour justement aller chercher ces infos. C'est un débat intéressant sur lequel je reviendrai d'ailleurs quand je vous parlerai prochainement dans une autre émission de mes recherches sur le remote viewing associé à la rétrocognition. Donc je fais une expérience avec Ernesto assez folle où il me dit tu vas penser quand tu auras pris la plante, que je te dirai, tu vas penser à une destination. D'accord. Pas de souci. Moi j'étais assis sur le sol de la Maloka. Et puis donc je prends la. C'était une ayahuasca du ciel aussi, je me rappelle. Je prends l'ayahuasca du ciel, tout ça, tac. J'attends que ça monte un peu, une bonne demi-heure. Et puis je commence à me retrouver dans un monde de vision assez bizarre. J'avais l'impression d'être sur une espèce d'espace plat, donc bidimensionnel du réel, où je voyais des lieux, comme si j'étais sur une carte en fait. Et j'avais l'impression d'être assis dessus. Et à un moment, Ernesto me dit vas-y, maintenant pense à une destination. Alors, je pense à chez moi, c'est-à-dire ma maison, en France. Et là, je sens, enfin, je sais pas que je vois, je sens plutôt, que je sens, et en même temps, je le vois, un phénomène incroyable, c'est-à-dire que la carte 2D qui était en dessous de moi, comme si j'étais assis dessus, se met à se déplacer comme un tapis roulant, comme ça. Donc moi, je bouge pas, je reste fixe. Mais c'est vraiment comme si, vous savez, maintenant avec les écrans tactiles, quand vous faites un déroulé comme ça pour arriver sur une carte, vous touchez comme ça avec votre doigt et la carte s'agrandit ou se déplace. Eh ben, c'était le même principe. J'étais assis comme ça et à un moment, mentalement, j'ai voulu aller chez moi, en France, et j'ai vraiment vu très rapidement que en dessous de moi, la carte en 2D du monde, c'est comme si j'étais sur le globe, je traverse l'Atlantique, tout ça, j'arrive en France, et boum, je vois à un moment, ça ralentit avec une focus, je vois ma maison. En 2D, comme si je le voyais du dessus, comme ça, comme si j'étais en avion à une cinquantaine, 70 mètres au-dessus de la maison, comme ça. Et je me dis, waouh, incroyable. Et j'ai pu constater un truc assez fou, la présence d'une voiture noire à côté de la maison, qui n'est pas ma voiture. Et là, j'ai pas compris. Et c'est tout, je suis revenu avec ça. Et Ernesto était lui aussi en vision, je le voyais assis à une dizaine de mètres de moi sur la map, sur cette espèce d'écran tactile tapis roulant là, et il était là aussi à côté de moi, et il a vu aussi, il est venu avec moi aussi voir ma maison. Donc on se parle pas, tout ça, parce que moi j'étais tellement... vraiment j'étais... abasourdi de vivre un truc pareil. Vraiment, c'était pour moi de la science-fiction pure. C'était le déplacement sans déplacement. C'est Dune, voilà, de Frank Herbert. C'était le déplacement sans déplacement dans le temps et l'espace. Enfin, voilà. Et par contre, il me dit, lui, bah tiens, t'as une belle voiture noire. Je lui dis, j'ai pas de voiture noire et c'est pas ma voiture. Je lui dis, tu l'as vue? Bah, elle me dit, oui, quand même. Bon, c'est tout. Je me dis, waouh. Bon, c'est peut-être une vision, hein. Et puis j'appelle à un moment ma mère qui gardait ma maison et je lui dis il n'y a pas un truc à côté de la maison? Elle me dit oh si je sais pas ce que c'est. Elle me dit il y a une voiture qu'elle a depuis plus de 3 semaines, on ne sait pas à qui elle est, une voiture noire qui est garée, elle bouge pas, on ne sait pas qui c'est, ça nous gêne presque pour rentrer dans la maison. Alors là,
sidération, j'ai dit, ah, oui, d'accord, je le savais, je l'ai vu. Je n'ai pas expliqué comment, parce que bon, ma mère, elle dit quand même, je peux pas quand même tout lui raconter comme ça. Mais voilà, il y avait quand même une expérience partagée avec Ernesto qui a du sens, qui semble avoir une réalité, et dont je peux encore vérifier la véracité dans le réel. Ça, c'est quelque chose que j'ai essayé dans toutes mes expériences avec l'ayahuasca, de confondre un petit peu les informations qui m'avaient été données dans ces univers de vision pour savoir si à un moment on pouvait euh, les confondre par le biais d'une expérimentation ou même d'une preuve dans la réalité. Ça a toujours été ma démarche. J'ai toujours été quand même principalement très matérialiste et cartésien au début de ma carrière, et ça m'est quand même resté quand même, hein. Donc bien souvent je doute de certaines choses, et quand j'en parle c'est parce que je les ai vraiment expérimentées, sinon je préfère pas en parler. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites quand même, qui sont des choses un peu alambiquées sur ces sujets. Malheureusement, on a besoin d'investiguer collectivement, mais avec beaucoup d'intelligence, ces sujets-là. On ne peut pas juste le faire en disant « Ah oui, mais ça y est, moi j'étais connecté à Beta Victoris B+, machin. » Non. Si on veut un moment que ça soit accepté ou que ça soit digne d'intérêt pour sociétalement, pour les sciences, tout ça, il faut quand même qu'on apporte des choses... tout du moins dans un premier temps des angles de vue qui soient dignes d'intérêt. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire à travers ce travail, à travers ces vidéos aussi, c'est d'essayer de montrer que scientifiquement il y a quand même peut-être quelque chose à s'intéresser vraiment. On n'est pas des menteurs, on n'est pas des affabulateurs, on a vécu ces expériences, je ne suis pas le seul, on est plein, mais après il faut essayer effectivement, pour que la science s'y intéresse, déjà de parler leur langage, d'être issus quelque part de leur rang, et puis surtout de leur donner des focales qui soient accessibles. Hein, c'est pas toujours facile parce qu'il y a beaucoup d'œillères aussi dans les sciences, surtout qu'aujourd'hui on est vraiment sur un double mouvement scientifique où aujourd'hui on a quand même une rigidité, on va dire, matérialiste encore très importante, et puis en même temps aujourd'hui beaucoup d'informations qui sont post-matérialistes et qui sont souvent contradictoires. Donc il y a les tenants de chacune des parties, donc il faut effectivement à un moment essayer de trouver des terrains de rencontre. Moi je ne suis pas pour dire il y a les matérialistes, il y a les spiritualistes, non. Non, il faut qu'à un moment, on est tous là sur cette planète, il faut qu'on converge vers des centres communs, et c'est le but de mes recherches, c'est souvent d'essayer de réconcilier des domaines qui peuvent paraître séparés par la pensée. Voilà. Alors pour conclure cette émission, j'aimerais bien que vous preniez conscience qu'en fait, pour les chamans, culturellement, c'est intégré. Hein, ces expériences avec des entités exogènes, avec cette interaction avec l'univers, c'est quelque chose qui est intégré. Pablo Maringo me disait des descriptifs précis de fonctionnement des machines, des vaisseaux, des choses que j'ai pu expérimenter avec d'autres chamans, sous forme de vaisseaux de conscience, on va dire. Et donc, à un moment, on ne peut pas rejeter ça d'un revers de la main. On ne peut pas dire, oui, mais bon, tout ça, c'est des croyances, machin. Non. Ces gens, et je n'arrête pas de le répéter au niveau du chamanisme et des peuples racines, sont dans l'expérientiel. Ok, ils ont des systèmes de croyances, comme tout le monde, mais ce sont des systèmes de croyances qui sont expérientiels. Ça veut dire qu'ils sont soumis à l'expérience. Il faut juste à un moment se dire, essayons, expérimentons. Il ne faut pas y être fermé. Le problème, c'est que la science en général, et même l'anthropologie, lorsqu'elle... ça je le répète souvent et je vais encore le répéter ici, lorsqu'elle s'intéresse au savoir natif, elle a tendance à se dire que c'est un savoir naïf. Et nous, on est forcément plus intelligents en tant qu'occidentaux, et donc on doit quand même prendre du recul par rapport à ce qu'ils nous racontent, parce que ce sont un petit peu comme des visions du monde enfantines, quoi. Donc on ne peut pas forcément accorder ce genre de crédit et tout ça. C'est très dangereux ce que fait l'anthropologie quand elle fait ça, parce qu'en fait elle se pose en supériorité. Elle se pose en supériorité, et quelque part, c'est encore dans la lignée d'une pensée post-colonialiste. Ça veut dire, non, ça ne peut pas être vrai ce que vous racontez, parce que de toute façon, vous êtes plus primitif que nous. Voilà. Même encore au XXIe siècle, il y a encore cette idée sous-jacente, même quasiment inconsciente dans l'anthropologie, dans les sciences qui s'intéressent au savoir natif. On leur reconnaît un extraordinaire savoir systémique, écologique, mais on surinterprète à la sauce philosophique, on y plaque des concepts de philosophie, de Deleuze ou d'autres.
j'ai aucun problème avec Deleuze ou d'autres philosophes, hein, je suis moi-même très versé dans la philosophie, elle est indispensable à la science, mais je pense qu'à un moment, il ne faut pas plaquer sur des savoirs et des témoignages et des expériences surtout des peuples racines, il ne faut pas y plaquer soit du mépris, soit des concepts en se disant non, ce qu'ils racontent, ce n'est pas vrai, ça ne peut pas être vrai. Voilà. Il faut qu'on garde l'esprit ouvert. Ces gens-là disent des choses simplement. Il faut arrêter de mentaliser ce qu'ils nous racontent, il faut juste être ouvert, écouter, respecter la parole de l'autre, ce sont quand même les b.a.-ba de la communication et ne serait-ce que de la politesse. Eh bien, la science, elle doit faire ça avec les peuples racines, elle doit écouter, humblement, et surtout de façon respectueuse. Merci à vous et à bientôt pour une prochaine émission. Merci.